Quand on pense à Pessah, on pense à la liberté, bien sûr. Mais tout commence par quelque chose d'assez étrange finalement. Une demande de sacrifice. Alors aujourd'hui, on va voir comment cet acte, un seul acte, révèle en fait une bataille bien plus profonde. Une bataille pour l'âme même de la famille, qui va bien au-delà de la simple libération de l'esclavage. Alors voilà la question qui est au cœur de tout. Réfléchissez-y une seconde. Moïse ne débarque pas en disant « libérez mon peuple au nom des droits de l'homme » ou Au nom de notre identité nationale ». Non, toute la confrontation, tout le bras de fer avec Pharaon, ça tourne autour d'une seule et unique demande: laissez le peuple faire un sacrifice. Un sacrifice d'agneau. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ce sacrifice avait de si fondamental pour que tout repose dessus? Ok, pour vraiment comprendre l'importance de ce sacrifice, il faut d'abord comprendre à quoi, ou plutôt à qui, il s'opposait. Il faut se plonger dans la mentalité égyptienne de l'époque. Et c'est là que le Rambam, Maïmonide, nous donne une clé de lecture absolument géniale. Il nous explique que pour les Égyptiens, l'agneau ce n'était pas juste un animal, c'était bien plus que ça, c'était un symbole. Le symbole de leur idéal de vie suprême, la tranquillité. Mais attention, une tranquillité passive, une vie sans vagues, sans conflit, où l'on se contente de suivre le troupeau sans se poser de questions, sans lutter. En gros, une sorte d'apathie spirituelle où l'on fuit toute responsabilité un peu compliquée. C'était ça leur Dieu, le culte du calme plat. Et là, on voit le choc des titans. Mais ce n'est pas une bataille militaire, c'est une bataille d'idées, une guerre de vision du monde. D'un côté, l'idéal égyptien, ne pas faire de vagues, ne pas prendre de responsabilités, suivre le courant. Et de l'autre, l'idéal hébreu, être actif, s'engager, prendre ses responsabilités, chercher à améliorer le monde, même si c'est difficile. Du coup, le sacrifice de l'agneau, ce n'est plus juste un rituel religieux, ça devient une déclaration de guerre idéologique, c'est un rejet frontal, public, de toute la philosophie égyptienne. Mais le plus fou, c'est que cette déclaration de guerre, ce grand rejet idéologique, ne se passe pas sur la place publique, devant tout le monde. Non, tout ça est ramené à l'intérieur, dans l'espace le plus intime qui soit, la maison, le foyer. C'est là que la vraie bataille a lieu. Et là, l'ordre divin devient encore plus précis, presque bizarre. Il ne s'agit pas juste de prendre un agneau. Il faut l'attacher au pied du lit familial pendant 4 jours. On est d'accord, ce n'est pas juste pour ne pas qu'il s'échappe. C'est un geste d'une force symbolique incroyable. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, décortiquons ça. Premièrement, le lit. Dans la tradition juive, le lit n'est pas juste un meuble, c'est le symbole de la sainteté du mariage, de l'intimité du couple, le cœur battant de la famille. Deuxièmement, en attachant l'agneau, le dieu égyptien de la passivité, à cet endroit précis, le message est clair. On détrône cette fausse idole pour la remplacer par nos valeurs à nous, celles de l'engagement, de la relation, de la famille. Et troisièmement, imaginez les enfants qui voient ça. Pour eux, c'est une leçon en direct. Papa et maman leur montrent, sans même un mot. Voilà ce en quoi nous croyons. Pas la fuite, pas la facilité, mais l'engagement actif. Chaque maison devient alors une salle de classe, et surtout le front principal de cette guerre spirituelle. Ce geste, c'est un renversement complet de la perspective. C'est comme si chaque famille criait « Je ne suis pas l'esclave de l'agneau, l'esclave de la recherche du confort à tout prix. C'est l'agneau, c'est le monde matériel qui est à mon service, au service de mes valeurs, de ma famille, d'un but plus grand. » Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre la suite. La nation d'Israël ne naît pas d'un rassemblement d'individus, elle naît d'une famille, une structure basée sur l'entraide, la responsabilité les uns pour les autres. C'est le contraire total de l'Égypte, où régnait un individualisme, où chacun cherchait sa propre petite tranquillité. La libération, elle n'est pas pour des individus, elle est pour une collectivité familiale, destinée à devenir une nation. Alors maintenant, on va encore plus loin. Cette idée de réparation de Tikkun, elle va trouver son point culminant dans le repas du Seder. Parce que le Seder, ce n'est pas juste pour se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est une réparation pour une faute bien plus ancienne, la toute première. Regardez ce parallèle, c'est incroyable. La faute originelle, celle de l'arbre de la connaissance, c'est un acte de manger, un acte purement instinctif qui a créé une fracture entre le corps et l'âme et qui a mené à l'isolement. Eh bien, le Seder de Pessah, c'est l'antidote parfait. C'est aussi un acte de manger, mais cette fois, chaque bouchée, la matzah, le maror, est chargé d'intention, de sens. C'est un acte qui réunit le corps et l'âme, qui ne sépare pas, mais qui, au contraire, crée de l'unité et du lien dans la famille. On utilise le même acte physique, manger, pour faire exactement l'inverse, réparer. Et ça change tout. Ça nous dit que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui se passe là-haut, en déconnectant de notre corps ou du monde matériel. Au contraire, Pessah nous enseigne que notre corps, nos actions les plus physiques, notre vie de famille,
ce ne sont pas des obstacles à la santé. Ce sont les outils, les véhicules même de la santé. C'est à travers eux qu'on vit nos valeurs. Ok, tout ça c'est passionnant, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que cette vieille bataille d'idées nous parle, à nous, dans nos vies de tous les jours? Eh bien, les leçons sont directes. D'abord, les repas en famille. Ce ne sont pas juste des moments pour se nourrir, ce sont des temps sacrés, des moments pour renforcer ce qui est au cœur de nos valeurs, la famille. Et ça nous amène au fameux scandale des téléphones à table. Qu'est-ce que c'est sinon une version moderne de l'isolement égyptien? On choisit la déconnexion facile plutôt que l'engagement, pourtant juste en face de nous. Ensuite, le seder lui-même. Ça ne doit pas être un truc calme et ennuyeux. Au contraire, ça doit vivre, ça doit être plein de questions, de débats, même un peu de chaos joyeux. C'est ça l'engagement. Et enfin, ça nous invite à valoriser activement nos relations, à prendre conscience que le conjoint, la famille, c'est le centre d'une vie qui a du sens. La lutte contre la passivité égyptienne, elle a lieu tous les soirs, autour de nos tables. Au fond, tout se résume à ce choix, à cette question fondamentale. Quel est le but de la vie? Est-ce que c'est de rechercher le confort, la tranquillité, d'éviter les problèmes, comme le proposait l'Égypte? Ou est-ce que, comme le propose Pessar, c'est de choisir une vie d'effort, de sens, d'engagement? Une vie centrée sur la famille, sur la transmission, sur la construction de quelque chose de plus grand que soi? Et voilà la question que Pessar nous laisse. C'est quoi la vraie liberté? Est-ce que c'est être libre de toute contrainte, de tout effort, de toute responsabilité? Ou est-ce que c'est la liberté de s'engager, la liberté pour vivre une vie qui a du sens, une vie de responsabilité et de connexion? Pessar nous souffle que la vraie libération, ce n'est pas juste de se défaire de ces chaînes, c'est de savoir ce qu'on va faire, une fois libre, de cette liberté.